Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand on parle du Petit Balcon aujourd'hui, les mots qui reviennent spontanément sont carnaval, chic, ambiance festive, souvenir d'élégance et de musique. Ce lieu, qui a cessé d'exister il y a une soixantaine d'années, hante encore les imaginaires. Il serait le symbole d'une certaine mondanité cayennaise d'autrefois, d'une forme de raffinement populaire. Mais qu'en est-il vraiment? Derrière cette image glamour et un peu figée se cache une histoire bien plus dense, complexe, surprenante parfois. Car le Petit Balcon n'était pas un palace. C'était un simple bâtiment en bois, sur pilotis, couvert en tôle. Et pourtant, ce lieu modeste va devenir un véritable carrefour de la société cayennaise. Un espace de musique et de danse, bien sûr, mais aussi une caisse de résonance politique et de transformation sociale. C'est précisément cette histoire-là que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui, celle d'un lieu populaire qui, de la marge, est devenu central. Un lieu qui a traversé plus d'un demi-siècle, porté par des figures inattendues, des musiques, des luttes, des fêtes et parfois des drames. Nous allons dérouler le fil de son histoire, de sa création informelle vers 1911 jusqu'à sa disparition en 1964. Revenons donc à ses origines d'abord. Le Petit Balcon n'est pas né dans la lumière des projecteurs, mais dans l'ombre des arrangements politiques. Vers 1911, c'est sans autorisation qu'il commence à faire danser les Cayennais. Et c'est grâce à des réseaux d'influence, à une femme qui s'ouvre au monde des affaires, à un maire qui assoit son autorité et à un musicien de talent, que l'établissement prend officiellement forme. Ce sera le tout début de l'histoire du Petit Balcon. La date de création du Petit Balcon est imprécise, car l'établissement fonctionne d'abord sans autorisation. La plus ancienne mention de son activité dans les archives semble être une annonce dans le journal officiel de la Guyane qui signale en janvier 1911 un objet trouvé dans la salle de danse du Petit Balcon. L'autorisation officielle d'ouverture est accordée une dizaine de mois plus tard par arrêté municipal du 23 octobre 1911 qui précise entre autres le terrain d'implantation de la maison de bal public. On n'utilise pas à l'époque le terme de dancing. Il est situé à l'un des angles des rues Schellcher et 14 juillet, avec façade principale sur la rue du 14 juillet. Le maire de l'époque est Eugène Gobert. Élu pour la première fois dans cette fonction en 1910, il gardera la mairie jusqu'en 1928. Avocat de profession, il sera aussi président du Conseil général et président du Parti socialiste guyanais de l'époque et aura une solide réputation de faire et défaire les députés, à coups de bourrage d'urne. Pour régulariser le fonctionnement du Petit Balcon, il va purement et simplement modifier la réglementation sur l'organisation des bals publics à Cayenne. Jusqu'en août 1911, il y a une nette distinction entre ville et banlieue. En ville, les bals publics ne pouvaient avoir lieu que jusqu'à 10 heures du soir, sauf pour les fêtes nationales et communales. Par contre, ils pouvaient être autorisés en tout temps et sans limitation d'heure dans les banlieues. Dans un arrêté municipal du 16 août 1911, Gobert étend le privilège des banlieues à la minuscule portion de la ville où est situé le Petit Balcon.
Le nouvel établissement est en bordure de mer, en Snado, sur un terrain anciennement propriété de M. Iphigénie, prénom Pierre d'Or. Dans sa première réclame, le petit balcon que son public rebaptisera T-Balcon est présenté comme un élégant casino propre et coquet, aménagé pour bals et spectacles, confortable et au service soigné. En réalité, le petit balcon est et restera une construction plutôt sommaire, entièrement en bois, couverte en tôle, sans faux plafond. Comme son concurrent de l'époque, le Casino-Théâtre, mais sur pilotis en raison de la proximité de la mer. Quant au balcon, il est situé à l'intérieur de l'établissement. C'est un équipement indispensable des salles de bal de l'époque où s'installent les clients qui ne dansent pas. Celui du petit balcon n'occupe qu'un seul côté de la salle, alors que celui du Casino-Théâtre occupe 3 côtés. C'est peut-être une explication à la dénomination petit balcon. L'autorisation d'ouvrir est accordée à titre exclusif à M. Alexandre, fructueux de son prénom, plus connu sous son nom d'artiste, Stélio. Fructueux Alexandre, cordonnier de profession, est aussi musicien. D'origine martiniquaise, il est né aux Anses d'Arlay en 1885. Il arrive à 13 ans en Guyane et il en a 26 quand il déclare l'ouverture du petit balcon. Il s'est déjà fait connaître localement pour son exceptionnel talent de clarinettiste qui lui a valu le surnom de Stélio, étoile en italien. Plus tard, il aura un parcours hors norme dans l'Hexagone et aujourd'hui encore, des connaisseurs n'hésitent pas à le qualifier de maître de la biguine. Le fait qu'il soit tenancier du petit balcon jette un éclairage particulier sur la biguine de sa composition qui porte le nom de ce dancing. L'air est très connu et encore interprété aujourd'hui. Ce morceau illustre bien le fait que la clarinette est à l'époque l'instrument qui joue la mélodie dans les orchestres créoles. Le 23 décembre 1912, un an jour pour jour après l'ouverture du petit balcon, l'arrêté d'autorisation est annulé et remplacé. On apprend que Stélio n'était qu'un prête-nom de la véritable propriétaire, Marie Chapelle, veuve de M. Iphigénie, qu'on appelle plus couramment Madame Pierre d'Or, du prénom de son mari. Arrêtons-nous un moment sur son parcours. Marie Chapelle est née en Guyane, je n'ai malheureusement pas sa photo, en décembre 1863, d'un père métropolitain et d'une mère guyanaise. Elle épouse Pierre d'Or Iphigénie en 1902. Ce dernier, né esclave en 1824, a été affranchi à l'âge de 9 ans. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il est devenu un notable, commerçant et propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Cayenne. Il exerce aussi des fonctions électives, conseiller général, maire de Montignéry, secrétaire de bureau de l'unique chambre consulaire d'agriculture, du commerce et de l'industrie. Au moment de leur mariage, Marie a 39 ans et Pierre d'Or 78. Ce dernier est malade et réputé en danger de mort. La célébration se déroule à domicile
angle des rues Schellcher et du 14 juillet, maison et terrain font partie d'une donation de Pierre Eudore à Marie par contrat de mariage. C'est sur le même terrain que le petit balcon sera édifié. Pierre Eudore, apparemment revigoré par la cérémonie, ne décède qu'en 1909, 7 ans après le mariage et 2 ans avant l'ouverture du petit balcon. Après le décès de son époux, Marie, auparavant cataloguée sans profession, devient une femme d'affaires très active. Dès 1910, elle est immatriculée à la Chambre de commerce. En plus du petit balcon qu'elle gère officiellement à partir de 1912, elle apparaît aussi comme marchande en gros de bois à brûler et propriétaire du cinéma Parisiana, qui se trouvait rue de la Liberté. La veuve Iphigénie reste gestionnaire du petit balcon, au moins jusqu'en 1936. Je précise qu'au moment où le petit balcon est créé, son seul concurrent est le Casino Théâtre, boulevard Jublin, côté banlieue. Cette situation va durer grosso modo jusqu'aux années 40. Sur ce manque de choix vient se greffer une opposition bien ancrée, centre-ville égale bourgeois, versus banlieue égale petit peuple infréquentable. C'est probablement sur cette base que, dès sa création, le petit balcon est catalogué plus chic que le Casino Théâtre, alors que les deux constructions sont du même type. Ceci étant, s'il est vrai que les banlieues sont réellement défavorisées par rapport au centre-ville, il faut rappeler qu'en ce début du XXe siècle, les infrastructures de Cayenne sont globalement rudimentaires. Rues en terre battue, précarité de l'éclairage et de la distribution d'eau, assainissement inexistant, véhicules de transport extrêmement rares, etc. Je n'ai pas trouvé dans les archives de l'époque des précisions concernant les bals organisés au Petit Balcon avant et au début de la Première Guerre mondiale. Des auteurs comme Virginie Brunelot ou Aline Belfort rappellent que jusqu'au début des années 40, les événements de ce type sont généralement annoncés à la criée, au son de caisse. Un témoignage recueilli par Virginie Brunelot précise en outre que pour les bals, le nom du clarinettiste était dans ce cas toujours annoncé. Il ne fait pas pour moi de doute que Stélio a organisé des bals au Petit Balcon, et il est probable qu'il y joue toujours après que Mme Iphigénie se soit déclarée comme gestionnaire. Il ne quitte définitivement la Guyane qu'après la guerre. Une confirmation un peu anecdotique du fonctionnement de la salle de bal durant la période antérieure à la mobilisation des Guyanais ressort d'une chansonnette satirique d'Edgar Nibule intitulée « Oh la femme », qui fait référence au Petit Balcon dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Cette chansonnette épingle les nombreuses femmes qui se pavanent habituellement au Petit Balcon. Certaines, auparavant entretenues, se trouvent dans l'embarras du fait du départ à la guerre de leurs financiers, qualificatif utilisé par Nibule. D'autres, au contraire, qui ont été épousées ou dont les enfants ont été reconnus juste avant la mobilisation, tirent profit des allocations versées aux ayants droit pour compenser la perte du revenu du soldat mobilisé. Malgré une période de fonctionnement relativement courte, la réputation du Petit Balcon est déjà donc bien établie comme salle de danse avant la Première Guerre mondiale. Une autre activité du Petit Balcon est aussi avérée avant-guerre. La salle est utilisée en 1914 dans le cadre des élections législatives. À défaut de salles de réunion publique, les candidats tiennent leurs meetings au Petit Balcon ou au Casino Théâtre. Le député sortant et ancien gouverneur de la Guyane, Albert Groddet, fait une partie de sa campagne au Petit Balcon avec le soutien d'Eugène Gobert,
qui récolte ainsi les fruits du service rendu à Madame Pierre d'Or. La réélection de Groddet est fêtée au son de la musique du Petit Balcon. Une fois de plus, le divertissement et la politique se croisent au Petit Balcon. Nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. En août 1914, l'état-major français juge inutile de déplacer les coloniaux, militairement impréparés, pour une guerre estimée de courte durée. Mais le conflit s'éternise et les pertes humaines s'alourdissent. La mobilisation des vieilles colonies, dont la Guyane, est décrétée le 28 mars 1915. Après leur transfert en France, une période de formation et d'hivernage, les soldats guyanais partent au combat à partir du printemps 1916. En décembre de la même année, les danses et réjouissances publiques sont interdites à Cayenne par arrêté municipal. Aucun bal n'est donc ensuite programmé au Petit Balcon. Madame Pierre d'Or se consacre à ses autres activités et ses réclames pour les films proposés au Parisiana paraissent régulièrement dans la Guyane commerciale, le quotidien de l'homme d'affaires Jean Galmo, dont elle se rapproche. La signature de l'armistice entraîne l'annulation des arrêtés d'interdiction de danse à Cayenne et le Petit Balcon sera un des lieux où le peuple se réjouira de la fin de la guerre. En 1919, Galmo est élu député de la Guyane avec le soutien de Gaubert. Après la Grande Guerre, alors que la ville pense ses plaies, le Petit Balcon se réinvente. C'est désormais la salle populaire, la salle de danse populaire par excellence. Mais le dancing reste un enjeu de pouvoir. Les alliances d'autrefois se défont et les meetings remplacent parfois les bals. Entrons ensemble dans cette période bouillonnante où la danse côtoie les affrontements politiques. Dans l'immédiate après-guerre, le Petit Balcon est, selon le journal L'Union, la salle adorée du peuple pendant le carnaval, avec parfois plus de 200 spectateurs. Mais ce n'est pas le seul temps fort de sa programmation. Ces bals figurent par exemple régulièrement parmi les festivités du 14 juillet, célébrées à l'époque sur plusieurs jours. En 1924 et 1929, l'histoire du Petit Balcon est impactée par le climat politique local extrêmement tendu à Cayenne. Les anciens alliés Gaubert et Galmo sont désormais brouillés et s'affrontent en période électorale. Madame Pierre d'Or est acculée à choisir entre les deux hommes pour l'attribution de sa salle. Et elle osera choisir Galmo. En 1924, les réunions et meetings de Galmo et de son Parti de la Liberté sont donc tous programmés au Petit Balcon. À titre de représailles, Gaubert ordonnera la fermeture du Petit Balcon. Galmo est battu aux législatives de 24 et sa liste perd les municipales de 1925. Les choses reprennent ensuite un cours normal au Petit Balcon. Et le 3 janvier, c'est en présence du gouverneur Tally et de son épouse qu'est organisé au dancing de Lancenado le bal annuel de l'Union générale des Corses et des Amis de la Corse. Nous sommes toujours à l'époque du bagne et les Corses sont particulièrement nombreux parmi le personnel pénitentiaire. Le journal La Guyane précise que la salle est admirablement décorée pour la circonstance, la musique est délicieuse, les toilettes sont belles et élégantes, les danses succèdent aux danses et le coup d'œil est féerique. En 1928, Galmo revient en Guyane pour la campagne législative. Devenu inéligible suite à sa condamnation dans l'affaire des Roms, il propose à son électorat de voter pour Georges Anctil, journaliste métropolitain au casier judiciaire bien garni. Le Petit Balcon redevient son QG. À son arrivée, c'est au Petit Balcon
qu'il est littéralement porté en triomphe par la foule qui l'accueille au port de Cayenne, et c'est du petit balcon qu'il lance à ses partisans un appel au calme. Il n'ignore pas en effet que la fraude électorale est de règle à l'époque et qu'en dépit de sa popularité, rien n'est joué. La suite, on la connaît. La fraude permet à Lothier, le candidat de Gobert, d'être le nouveau député. Mais sous la pression populaire, Gobert est contraint de démissionner et dans la foulée, son conseil municipal est dissous. Tandis que la liste de la Liberté, seule candidate au municipal partiel, se prépare à prendre les rênes de la mairie de Cayenne, le climat politique semble s'apaiser. Des bals sont organisés au Petit Balcon en mai, juin et juillet. Les joutes politiques font place aux concours d'élégance et de danse en vogue, Black Bottom et Charleston. La fin de cette trêve est d'une extrême brutalité. 3 semaines après le grand bal du 14 juillet, Galmo décède à l'hôpital de Cayenne. La thèse de l'empoisonnement étant mise en avant, une folie meurtrière sans précédent déferle sur la ville. 6 personnes sont massacrées, réputées complices d'empoisonnement ou qui se seraient réjouies publiquement de la mort de Galmo. Je vous fais grâce de la fin de l'histoire, procès de Nantes inclus. Peu après les émeutes, un comité exécutif du parti Galmo-Anctil est créé. Toutes ces réunions publiques auront lieu au Petit Balcon. La victoire de ce parti aux élections municipales générales et la désignation d'Ernest Prévost comme maire de Cayenne en mai 1929 signent la fin de l'utilisation du Petit Balcon par le Parti de la Liberté, qui dispose désormais du nouvel hôtel de ville, construit sous la mandature de Gobert, pour ses réunions. Au cours des années 30, un nouveau souffle traverse le Petit Balcon. Un clarinettiste virtuose est sur le devant de la scène, mais l'instrument phare des débuts va céder sa place au saxophone. Un jeune musicien guyanais prend les rênes du dancing. En proie aux critiques, l'établissement tente de se moderniser. La musique évolue, le décor est toiletté, mais le bâti reste sommaire. C'est peut-être au début des années 30 que le clarinettiste virtuose Isambert, Zambet pour son fan club, se produit dans ce dancing. Une chanson d'Edgar Nibul intitulée « C'est bol en mai », déposée à la SACEM en novembre 1930, tendrait à le prouver. Le refrain est le suivant: « C'est bol en mai à ti balcon, pour Zambet, joli garçon ». Les archives ne m'ont rien livré sur ce beau gosse. D'après Émile Lanoux, il s'agirait d'un Martiniquais, Isambert Veille, qui, dès 1905, fait partie d'un orchestre qui se produit à Cayenne. À partir de 1935 environ, la clarinette est supplantée par le saxophone dans les orchestres de bal guyanais. De nombreux clarinettistes adoptent ce nouvel instrument. Une fois de plus, le Petit Balcon ne se limite pas à la danse. Il accueille également des combats de boxe en février 1931. L'établissement est aussi le théâtre de querelles, parfois violentes, à l'image de l'agression évoquée par l'Observateur, le journal L'Observateur, en 1935, qui met aux prises 2 femmes. Lucienne Agouti est proprement expédiée à l'hôpital par Annonciade Acanas, qui sera brièvement emprisonnée. Les conditions de l'établissement sont alors loin d'être luxueuses, comme le souligne Léon Gontran-Damas dans Retour de Guyane, qui rend compte d'une mission réalisée dans la colonie en 1934. Il y décrit un dancing très rudimentaire, un véritable hangar doté de bancs inconfortables, dont l'éclairage est insuffisant et instable,
Et pour couronner le tout, il dépeint un mode d'animation particulier où la musique s'interrompt très longtemps après quelques danses, laissant place au flirt. Madame Iphigénie est, rappelons-le, l'exploitante du Petit Balcon jusqu'en 1936. C'est le musicien Antoine Vincent qui devient tenancier de la salle vers 1937. Il a 28 ans et anime les bals avec son orchestre Lune de Miel. Antoine Vincent est né à Cayenne le 14 octobre 1909. Après sa scolarité dans le chef-lieu, il entame une carrière dans l'administration coloniale, tout en pratiquant la musique. D'abord clarinettiste, il se forme au saxophone dans les années 30. En décembre 1936, le journal L'Observateur avance qu'en 10 mois de stage, il surclasse un autre saxophoniste de la place qui pratique depuis 4 ans. Il vise certainement le Martiniquais Moïse Chary. L'orchestre que dirige Antoine est composé de 6 autres musiciens. Eucher Mainfir au trombone, Antoine Marie-Angélique à la batterie, Maurice Egalji au violoncelle, Victor Munian à la banjoline, Christ et Rodolphe Harris au banjo. Début 1938, Antoine a rénové le Petit Balcon, ce qui donne lieu à un article dithyrambique du journal La Guyane. La grande salle des fêtes, je cite, « La grande salle des fêtes du Petit Balcon a été entièrement restaurée et artistiquement décorée de charmilles aux 1000 couleurs de flammes, d'oriflammes et de drapeaux, s'alliant admirablement au vert tendre de la salle. Il y règne une atmosphère délicieuse et captivante. La direction a heureusement compris qu'elle devait offrir à ses invités un cadre digne d'eux, dont bien-être, confort et beauté seraient la devise. Plus de salles vétustes, de balustrades poussiéreuses, ébranlantes, et de décorations d'un goût douteux. Elle y a mis tous ses soins et n'a rien négligé pour satisfaire le goût du public, car elle n'a pas oublié que nous aimons les belles choses et surtout les belles salles. » Fin de citation. Il y a peut-être là une réponse du berger Antoine au berger Damas, dont les commentaires au vitriol ont pu fuiter avant la parution de Retour de Guyane. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le carnaval est un événement majeur du Petit Balcon, avec ses bals masqués du samedi soir et ses bals titanes ponctués de concours de danse, sans compter ses fameux vidés. Antoine fait publier le texte d'une chanson nouvelle imaginée pour le vidé de 5h30 du matin, qui semble destinée à conjurer le mauvais sort, en précisant qu'il faudra la chanter sur l'air de Paraquat. Sur une carte postale éditée dans les années 30, on aperçoit de la place des Amandiers une partie du dancing sur pilotis, toujours en bois, de Lancenado. Puis le monde bascule à nouveau dans la guerre. Au Petit Balcon, sous Vichy, on danse encore, mais il arrive qu'on veuille danser à contre-courant du politiquement correct. Et ça se paye. Quand la Guyane rejoint la France libre, les dancings semblent rester fermés, même si on danse ailleurs dans la ville. Cette période verra en outre le décès de Madame Pierre d'Or. Voyons comment l'établissement traverse ces années de guerre, de l'occupation à la France combattante. En métropole, les bals publics sous toutes leurs formes sont interdits dès le mois de mai 1940. En Guyane, les bals publics ne font dans un premier temps l'objet d'aucune interdiction. En décembre 1940, le Petit Balcon est éclaboussé par une affaire dite du Secours national d'hiver.
Des invitations circulent à Cayenne pour un bal select de la Saint-Sylvestre, prévu au Petit Balcon par la jeunesse guyanaise. Les organisateurs s'orientent vers un événement caritatif au profit du Secours national d'hiver, qu'ils présentent comme présidé par le gouverneur d'alors, M. Robert Chaud. Antoine Vincent donne son accord pour la location de la salle et l'animation du bal par son orchestre. L'idée en soi n'est pas mauvaise, vu le contexte, car sous Vichy, le Secours national est une organisation caritative qui vient en aide aux populations françaises touchées par les conséquences de la guerre et un outil de propagande du régime. Le souci est que le bal n'a pas eu les autorisations nécessaires et le gouverneur, dont la présence a été sollicitée, n'a pas donné suite à cette demande et ne s'est nullement engagé à patronner l'événement. L'affaire donne lieu à une véritable enquête de police, mais le dossier conservé aux archives territoriales ne permet pas de connaître les sanctions éventuellement prononcées. Une fermeture administrative du Petit Balcon début 1941, évoquée par certains auteurs, en est peut-être une. Quoi qu'il en soit, à partir de mars 1941, la réglementation touchant les établissements de bal public devient plus contraignante. L'autorisation habituellement requise du maire pour l'organisation des bals devient exceptionnelle. Le service des boissons alcooliques est interdit après minuit et les diverses taxations des bals publics voient leur montant doubler. Un bal, autorisé cette fois, aura tout de même lieu au Petit Balcon en avril 1942, toujours au profit du Secours national. Le ralliement de la Guyane à la France combattante est annoncé en mars 1943. Les deux dancings du chef-lieu restent apparemment fermés, alors que la municipalité de Cayenne organise des bals au profit des combattants et patriotes. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Pour le Petit Balcon, la période de guerre est aussi marquée par le décès de Madame Pierre Dor, survenue à Cayenne le 23 avril 1944 à 81 ans. Elle n'a pas cessé d'être propriétaire du Petit Balcon. Aucun hommage ne semble lui avoir été rendu pour les nombreuses années consacrées aux loisirs et à la vie quotidienne des Cayennais. Son décès est déclaré par Georges Mambier. Né à Cayenne, Mambier est à l'époque de la déclaration magasinier comptable aux travaux publics. Il a aussi été trésorier de l'association Les Amis du Livre et sera élu conseiller municipal de Cayenne en 1945. Il est probable qu'après le décès de Mme Pierre Dor, il gère les affaires de cette dernière et prend la suite d'Antoine Vincent au Petit Balcon. Il apparaît ainsi aux yeux du public comme l'héritier de Mme Pierre Dor, mais il n'en est rien. Mme Pierre Dor n'ayant pas eu d'enfant, l'ensemble de ses biens sont dévolus à sa nièce, Mathilde Chapelle, épouse Martin, née et demeurant en France métropolitaine. Cette transmission de propriété à une personne qui n'a peut-être jamais vécu en Guyane desservira plus tard le Petit Balcon. Mais au lendemain de la guerre, le dancing montre déjà des signes de fragilité. Après la libération, Cayenne retrouve peu à peu le goût de vivre, de sortir et de danser. Le Petit Balcon tente de reconquérir son public, notamment grâce au carnaval, mais il y a de nombreux à-coups. Et dans les années 50, d'autres dancings ouvrent et occupent le terrain avec régularité. C'est donc une renaissance fragile que nous allons explorer à présent. Dès 1946, le Petit Balcon participe à la saison carnavalesque. Mais le 24 février, il est aussi touché par la révolte des tirailleurs sénégalais qui débute au dancing du boulevard. Au cours d'un bal Paris masqué, un tirailleur arrache le masque d'une danseuse. Il reçoit en riposte une volée de coups de poing.
À titre de représailles, les soldats africains saccagent le dancing. Ils sèmeront ensuite la terreur dans toute la ville le soir même et le lendemain, avec un bilan global de 7 morts et 81 blessés. L'historien Rodolphe Alexandre précise qu'au Petit Balcon, les danseurs surpris seront encerclés et roués de coups. Le mois suivant, la loi du 19 mars fait passer la Guyane du statut de colonie à celui de département d'outre-mer. Les espoirs d'une véritable assimilation avec les Français de France seront immenses et les déceptions seront aussi nombreuses. Le Petit Balcon sera encore une fois le lieu d'importants rendez-vous politiques. Mais restons actuellement en 1947, quand la salle de danse rouvre ses portes. L'établissement annonce des bals tous les samedis et dimanches, mais la composition de son orchestre, dénommé Volupté, reste mystérieuse. Le 12 juillet 1947, un gala s'y tient, avec, pour l'anecdote, incitation à se faire défriser les cheveux pour une beauté complète. Les cartes sont vendues chez les Bergraves, peut-être nouveau tenancier de la salle, et chez Elisa Robertin, figure emblématique de la culture en Guyane. L'élégance est donc de mise et le public est au rendez-vous. Mais le dancing reste fidèle à sa structure rudimentaire, comme en témoigne un rapport d'inspection du travail de novembre 1948, dont Patrick Léon, ici présent, publie des extraits dans une étude sur les dancings dans le carnaval de Cayenne. L'établissement a une grande salle, je cite, située à 50 cm au-dessus du niveau du sol. Un balcon sur une des façades intérieures peut contenir 100 personnes et une buvette y est annexée. L'établissement peut contenir 500 personnes. Il est construit en bois, couvert en tôle et est moyennement ventilé. Les issues sont constituées de 2 petites portes de 80 cm, une porte de même dimension derrière l'estrade réservée à l'orchestre et une porte d'entrée de 3,50 m de large. Le balcon est desservi par un escalier tournant de 75 cm. Dans les années 50, le choix s'élargit et se diversifie dans le chef-lieu s'agissant de danser. Il y a toujours le dancing du boulevard qui est devenu le Palladium, mais on danse aussi dans plusieurs autres endroits de Cayenne. Le Soleil Levant, chez Gégé, chez Éloi, chez Small, le roi du Colombo, au Baldéo, au Guyana Palace, etc. Ces lieux ne sont pas forcément plus cossus que la salle de l'Anse-Nadeau, mais ils fonctionnent régulièrement et communiquent beaucoup dans la presse. Ils fidélisent leur clientèle avec des orchestres dont la réputation s'affirme au fil du temps. Des options manifestement plus prestigieuses viennent compléter l'offre. L'hôtel de Montabo ouvre en 1954. Il organise des dîners dansants, un concept tout nouveau à Cayenne. Et pour couronner le tout, les bals sont particulièrement nombreux à l'hôtel de ville, qui accueille même des soirées carnavalesques. Devenu une option parmi tant d'autres, le Petit Balcon reste obstinément fidèle à son ossature en bois et surtout, durant des mois entiers, aucun bal n'y est organisé. C'est le cas en 1950 jusqu'en 1952, en 1956 et en 1958. Pourtant, quand il ouvre, la magie opère encore. En 1953 et 1955, quand le vieux dancing se réveille pour le carnaval, c'est un véritable succès. L'orchestre Munian est à la manœuvre. Bal et vidé s'enchaînent avec un public très dense. Dans le journal Parallèle 5, on écrit « Tous les samedis, le Petit Balcon craquait ». En 1953, au moins 2 autres bals ont lieu au Petit Balcon après le carnaval.
Le club sportif L'Olympique y organise son bal privé annuel. Et pour la Sainte-Cécile, c'est au rythme de l'orchestre Métronome qu'on y danse. Et excusez du peu, ce bal est présidé par Monsieur Robert Vignon, premier et charismatique préfet de la Guyane, et son épouse. Un groupe folklorique de Sinnamary non identifié anime plusieurs bals en 1957 et 1959, y compris pour réveillon, carnaval et mi-carême, confirmant l'évolution des mentalités vis-à-vis des danses au tambour et l'amélioration toute relative des conditions de transport terrestre en Guyane. Durant la décennie, il y aura aussi au Petit Balcon plusieurs meetings de syndicats réclamant l'application du régime de la sécurité sociale, de celui des prestations familiales fixées par la loi du 22 août 1946, la majoration de l'indemnité de résidence, le régime des congés, etc. Les conférences d'information politique de l'Union du peuple guyanais prendront le relais de l'éveil des consciences. Mais ce ne sont plus que des éclats. Le rythme s'effiloche. Avec des années entières sans ouverture, l'irrégularité devient la norme. Le Petit Balcon ne meurt pas encore, mais il vacille, lentement mais sûrement. Nous approchons des années 60, le Petit Balcon vit ses derniers instants. Quelques bals encore, d'importants meetings politiques aussi, jusqu'à ce jour de 1964 où un fait divers tragique va précipiter la fermeture. Mais en cherchant bien, on découvre que la condamnation à mort du vieux Dancing était déjà prononcée. En décembre 1959, le Petit Balcon a annoncé sa réouverture pour le carnaval à venir. Un grand bal étrenne est organisé le 2 janvier avec l'orchestre Munian. Mais en termes de carnaval proprement dit, il n'y aura ni bal Paris masqué, ni bal Titane, mais seulement une soirée de danse folklorique avec le groupe de Sinnamary. C'est avec ce même groupe qu'une soirée de la mi-carême aura lieu au mois de mars suivant. La même année, le vieux dancing est au programme des bals de fin d'année, toujours avec l'orchestre Munian, mais il se positionne prudemment sur le 30 décembre. Sur la date plus emblématique du 31, il y a en effet une grosse concurrence, avec notamment des réveillons dansants du Mont-Jolibar et surtout de l'hôtel de Montabo qui propose un menu de gala. En 1961, la saison carnavalesque se fera sans le Petit Balcon. En mars de la même année, le sursaut est politique. Le Petit Balcon accueille une réunion juste après une manifestation conduite par le député Justin Cataillé pour réclamer un statut spécial pour la Guyane. La photo du meeting où on aperçoit le député est éloquente. On distingue bien la charpente nue du vieux bâtiment. Malgré les rénovations annoncées dans les années 30, le Petit Balcon n'a jamais cessé d'être ce qu'il était à l'origine, un grand hangar rustique. Les toutes dernières éditions de Bal Paris masqué du Petit Balcon, suivies de vidées, ont lieu ou sont annoncées en janvier 62 et janvier 63, avec un nouvel orchestre dont le nom n'est même pas précisé. Le Radio Presse Dimanche confirme qu'au début de la période carnavalesque, le dancing a bien fait son bal du samedi soir et son grand vidé matinal. Mais quand il s'agit de faire le bilan de la saison, le même journal ne lui consacre pas une seule ligne. Seuls sont cités le Guyana Palace, Chez Éloi et surtout le Soleil levant. Et le journal de préciser, la grande vedette de cette période a été sans conteste Gaston Lindor, le grand saxophoniste guyanais. Le
Le dernier événement organisé au Petit Balcon a lieu en août 1964. Il s'agit du congrès de l'Union départementale de la Guyane française. Parmi les intervenants, Robert Vignon, ancien préfet du département, devenu sénateur de la Guyane. Et enfin, l'épilogue dramatique. Le 26 novembre 1964, le corps sans vie d'un cordonnier, Henri Charles, est retrouvé dans la salle à l'abandon. Un entrefilet dans la presse, juste quelques lignes. Par la suite, on n'entendra plus parler du Petit Balcon, mais ce fait divers macabre n'est qu'une partie de la fin de l'histoire. Souvenez-vous, quand Madame Pierredor décède, elle laisse pour seule héritière sa nièce, née et domiciliée en France hexagonale, a priori sans attachement à la Guyane. Et elle va effectivement finir par se débarrasser de l'ensemble de son héritage. Les parcelles de Lancenado sont vendues en juillet 1963 à un monsieur Gabriel Romero, un Martiniquais qu'on retrouve en Guyane en 1947 comme chimiste contractuel au laboratoire des mines de Cayenne. Par la suite, il se lance à titre personnel dans la prospection minière et l'exploitation forestière. Quand il acquiert l'ensemble immobilier de Lancenado, il se présente comme entrepreneur de construction. Le bien vendu comporte plusieurs bâtiments, dont le Petit Balcon, tous réputés en mauvais état. L'achat a été fait moyennant des avantages fiscaux avec l'engagement de démolir toutes les constructions existantes et édifier à la place, dans un délai de 4 ans, des constructions nouvelles, dont les 3/4 au moins à usage d'habitation. Le fait divers de l'année suivante n'a donc eu pour effet que de précipiter une fin déjà actée. Tout est effectivement rasé par la suite, comme en atteste un plan de Cayenne de 1969. Alors, en conclusion, le Petit Balcon, c'était quoi vraiment? Un hangar, certes, de simples planches de bois sur pilotis, battues par les vents de Lancenado. Mais c'était un hangar habité. Habité par les pas de danse, les cris de joie, les disputes, les chansons, les voix politiques, les bals masqués et les départs de vidés effrénés. Un lieu modeste mais vibrant qui a vu défiler l'histoire sociale, musicale, politique de la Guyane, bien au-delà des clichés du haut lieu chic de carnaval. Aujourd'hui, il n'en reste aucune trace visible, mais il subsiste des récits, des airs de Biguine, des souvenirs partagés, et jusque dans les formules récentes de soirées Tibalcon qui tentent à leur manière de faire revivre l'esprit d'un lieu disparu. Car si les lieux s'effacent, les mémoires, elles, résistent. Et notre rôle au Musée des cultures guyanaises, en tant que passeur de richesses patrimoniales, est précisément de les faire résonner à nouveau. Je vous remercie de votre attention.